ressemblera la guerre du futur? Drones, robots tueurs, armes laser, de la science-fiction à la réalité, qu'en est-il vraiment? Quel sera le concept d'emploi de ces systèmes d'armes face à de nouvelles menaces très diverses? En tout cas, les pays qui maîtrisent ces technologies auront certainement un temps d'avance sur les autres. À quoi ressemblera donc la guerre du futur? Pour débattre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Caroline Laurent, directrice de la stratégie à la DGA, Bruno Saint-Jean, PDG de l'ONERA, Jean-Baptiste Jean-Jeune Villemer, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM. Caroline Laurent, faut-il s'attendre à une révolution ou une simple évolution des systèmes d'armes qui seront mis en œuvre dans 15 ans à peu près? Alors je pense qu'il faut s'attendre à une forte évolution plus qu'à une révolution en termes technologiques, et par contre une révolution en termes d'emploi, de concept d'emploi et de menaces. Ceux parmi vous qui étaient à Eurosatori, je ne sais pas si vous étiez nombreux, ont dû voir beaucoup d'exemples de ce que sera le combat collaboratif dans l'armement terrestre dans les années à venir. Ceux qui ont des smartphones à la maison savent ce qu'est la fusion de données, et la fusion de données dans le renseignement sera aussi au cœur des années à venir. Mais je pense que là où il va y avoir une révolution, c'est dans le combat aérien d'ici à une quinzaine d'années, en particulier parce qu'il y a une rupture dans les menaces, que je vais expliquer après, une rupture qui font que on va probablement voir la fin de l'impunité de l'aéronautique de combat et de la chasse aérienne. Aujourd'hui, l'aéronautique de combat fonctionne en général avec un avion qui a derrière une chaîne de commandement, qui a derrière toute une infrastructure et une chaîne de renseignement. Et les avions de chasse français ou les avions des Alliés, en général, ont la suprématie et sont les plus forts. Et d'ailleurs, le principe, le combat est basé sur un duel. L'avion passe au travers des défenses aériennes. Et en général, sinon furtif, au moins à des contre-mesures qui lui permettent de passer. Et puis après, il attaque une cible. Et ça fait beaucoup d'années qu'il n'y a pas eu de véritable combat aérien parce qu'il est tellement plus fort qu'il en devient dissuasif. Mais les technologies qui se développent aujourd'hui, c'est beaucoup de nouveautés dans le domaine du numérique, beaucoup de nouvelles algorithmies, de capacités de calcul, de mise en réseau. Toutes ces technologies-là sont accessibles à tout le monde, à nous comme à nos ennemis. Et si on applique ça avec quelques nouveautés dans les capteurs au système de défense aérienne, on a ce qu'on appelle en ce moment le anti-access ou le access denial que mettent en œuvre certains pays comme la Russie. C'est le fait qu'on ne puisse plus passer. On ne puisse plus passer parce que ces pays mettent en réseau tout un tas de radars et de systèmes de détection dans des bandes de fréquences différentes, dans des endroits très différents. Donc on a vu dans la presse dernièrement les Russes dire qu'ils cherchaient à ce que tous les pays du pacte de Varsovie mettent ensemble dans le même réseau tous leurs radars, tous leurs détecteurs au sol. Et en fait, la combinaison de tous ces systèmes à des bandes de fréquences différentes, des radars très largement, des radars en bande basse, des radars passifs, en plus mis en réseau tous ensemble, ça fait que plus aucun avion, plus aucune plateforme n'est furtive. Parce que quand on est furtif, on est en général furtif à une bande de fréquence, éventuellement large, mais on n'est pas furtif à toutes les bandes de fréquence. Et surtout, on ne peut pas être furtif contre un système de radar passif. Donc tout ça combiné fait qu'il n'y a pratiquement plus de furtivité. En plus, il y a des nouveaux intercepteurs, y compris du côté adverse, plus rapides, plus véloces. Il y en a de plus en plus puisqu'il y a une prolifération importante du fait qu'on exporte tous les uns et les autres. Donc même si on n'exporte pas nos meilleurs effecteurs, on exporte. Et certains pays en exportent des très bons. Et donc à la fin, ça veut dire qu'il n'y a plus de probabilité. La probabilité de passer, quel que soit le système adverse, n'existe plus. Donc on est obligé, nous-mêmes, face à ça, de fonctionner en réseau. Donc la guerre du futur, moi je vois une sorte de guerre des réseaux ou de guerre dans les réseaux. Je pense que le système aérien futur lui-même devrait être un système de systèmes, en fait, devrait être différentes plateformes mises en réseau. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus un avion seul, mais forcément une patrouille avec des avions, des drones de combat ou des drones de reconnaissance, des missiles hyper véloces et quelque part un AWACS ou un successeur de l'AWACS. Un système complet
qui ne pourra fonctionner que s'il partage complètement toutes ces informations, s'il est capable de mettre en place un véritable combat collaboratif ou de décider en fonction de la menace ou de ce qui se passe qui va descendre, qui va aller attaquer, qui reste derrière, est-ce que c'est le missile qui part, est-ce que c'est le drone. Et même en termes de performance des capteurs et de détection, on commence à étudier des choses qui seront en service d'ici 10-15 ans, qui sont la guerre électronique distribuée, par exemple, c'est-à-dire que c'est plus un système de guerre électronique sur le Rafale qui tout seul donne l'information, mais c'est la distribution de différents capteurs sur 4, 5 ou 6 plateformes qui donnent une information beaucoup plus précise en termes de localisation. Donc c'est un réseau face à un réseau, et ça c'est très différent. Un réseau en plus avec une partie drone, donc une partie automatisation, qui va changer un petit peu la façon de fonctionner. Et je crois qu'on est obligé de faire ça à cause de la rupture que constituent ces nouvelles menaces. Donc, du coup, dans les 15 ans à venir, je vais laisser un peu la parole aux autres, mais je vois d'abord une rupture. La première rupture, je la vois dans les menaces, et elle nous oblige, à nous transformer un petit peu, à transformer totalement le combat aérien, qui est une composante très importante de notre suprématie. Merci Caroline Laurent. Bruno Saint-Jean, bien qu'il soit difficile de déterminer avec précision quels seront les systèmes d'armes de demain et d'après-demain, peut-on avoir déjà une idée sur les nouvelles armes, en tout cas les plus matures au niveau technologique, qui seront employées dans 10-15 ans sur un champ de bataille? Est-ce qu'on verra des armes laser? Est-ce qu'on verra éventuellement des robots ou pas? Bien, tout d'abord, bonjour, permettez-moi de vous remercier d'avoir invité à travers l'ONERA le monde de la recherche à cette table ronde, parce que je crois que c'est l'illustration, d'une part, que la recherche a encore beaucoup de choses à apporter dans ce domaine de la préparation de la guerre du futur. Et puis, bien sûr, j'y vois avec ma casquette ONERA le fait que cet organisme sous tutelle défense depuis sa création a encore beaucoup de choses à apporter dans le domaine. Pourquoi un État fait de la recherche dans un domaine comme la défense? C'est bien entendu à des fins de souveraineté, à des fins de s'assurer d'une certaine supériorité, justement pour être capable de répondre à cette évolution des menaces. Alors quand on essaie de prévoir le futur devant un auditoire, c'est toujours difficile. Les gens s'attendent à des scoops ou à des révolutions sur l'échéance que vous avez donnée de 15 ans. Et comme l'a dit Caroline, au niveau des systèmes, on ira surtout vers des innovations incrémentales et l'apparition de quelques nouveaux systèmes, leur fusion, leur interconnexion. Surtout, il faut bien avoir en tête aussi que cette arrivée prend parfois de 1 à plusieurs décennies, et ça c'est une dimension sur laquelle je reviendrai, je dirai un mot tout à l'heure. Alors, à plus court terme, à horizon de 3-4 ans, puisque Caroline parlait d'Eurosatori et des opérations terrestres, une des nouveautés qui pourrait faire son apparition dans nos forces armées, et pour le plus grand plaisir, je pense, de certains services comme le COS, sont les progrès permis dans le domaine du renseignement d'origine image. Et on le sait que c'est un souci, c'est un besoin exprimé par toutes les armées. Donc les technologies, je me limite à l'optique, mais les technologies développées dans le domaine de l'optique devraient, et notamment dans le domaine de l'hyperspectral, devraient permettre de mettre à la disposition de nos forces des moyens de classification, d'identification avec très forte précision des objets sur une scène précise, ce qui veut sans doute dire qu'à l'horizon de quelques courtes années, les méthodes actuelles de camouflage seront probablement pour l'essentiel dépassées. Et puis ces différents capteurs, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Caroline, leur mise en réseau, leur fusion de données. On va probablement aller aussi vers une miniaturisation pour essayer de les utiliser et de les embarquer sur tout type de porteurs, les renforcer face à des environnements de plus en plus compliqués à traiter. Et puis bien entendu toujours la logique de coût. Donc là encore, elle a évoqué le sujet aviation de combat, la question du drone versus avion, avec quelques nouveautés. On sait bien que le drone, pour pénétrer des défenses ennemies de plus en plus compliquées, là encore, apportera des avantages inédits, comme celui de ne pas exposer la vie du pilote, ce qui est pour le moins significatif.
Dans le domaine français et même européen, ce qui tire aujourd'hui la réflexion au niveau des systèmes individuels, en tout cas, c'est les réflexions menées sur FCAS. Et là, on essaie de développer, soit trouver des bons compromis dans des domaines qui ont la très mauvaise idée d'aller dans des sens contraires. Genre, elle a parlé de furtivité. Furtivité s'oppose à aérodynamisme. Des questions qui peuvent se poser également sur les drones, c'est le côté quelle autonomie leur donner, ou sur les méthodes de pilotage. Alors, quand on parle de guerre du futur, à un moment ou à un autre, il faut attaquer les fantasmes. Et les fantasmes en littérature, en cinéma, on le sait, c'est les armes à effet dirigé. Bien sûr, j'en étais sûr. C'est les armements de type laser. Alors, est-ce qu'à l'horizon que vous évoquez d'une quinzaine d'années, on pourrait voir l'apparition d'armements laser ? Eh bien, je crois que la réponse, c'est peut-être oui. D'abord, on peut regarder côté États-Unis, la DARPA, Northrop Grumman finance depuis des années des études importantes pour essayer de développer des systèmes laser embarqués sur avions de combat, pour leur donner à la fois un avantage technologique, et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, la notion d'export n'est pas non plus négligeable derrière ce type d'idée. On le sait, le laser est quelque chose déjà connu du militaire. On l'utilise pour la télémétrie, on l'utilise pour les contre-mesures. Ces épisodes de laser ont bien entendu connu une dimension particulière avec l'initiative de défense stratégique dans les années 80 du président Reagan, où l'on avait conclu que non, la technologie n'était pas mûre. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, en tout cas demain, on développe de tels types de systèmes? C'est que d'une part, on a développé des sources de laser beaucoup plus performantes que par le passé, mais on pourrait coupler ça avec des technologies de type optique adaptative qui avaient été créées, regardées à l'époque, mais là encore les fondamentaux étaient trop faibles pour ces usages militaires. On les a développées dans le domaine de l'astronomie et elles trouvent en ce moment des débouchés dans le domaine médical ou dans le domaine de la biométrie. Et ces techniques qui permettent quelque part de protéger les problématiques classiques du laser perturbé par la perturbation de l'air atmosphérique, de l'ambiance atmosphérique, c'est ce couplage qui pourrait permettre de disposer, à l'horizon de 10 ou 15 ans que vous évoquiez, d'armements capables de délivrer une quantité d'énergie précise, ciblée, et bien entendu modulaire, et bien entendu à la vitesse de la lumière. On pourrait évoquer d'autres questions, mais on sait presque sans se concerter partager les rôles avec Caroline, qui est plutôt allée vers le côté fusion de données, interaction, interconnexion de système. Moi, je me suis plutôt concentré sur l'évolution de technologies classiques. Et par exemple, on disait tout à l'heure, on a entendu parler à la table ronde précédente de menaces. Aujourd'hui, on pense évidemment, et encore plus à l'heure actuelle, hélas, dans notre pays, lutte anti-terrorisme quand on parle de guerre. Mais la menace d'un pays majeur n'est jamais écartée. On a vu les opérations en Libye il y a quelques années qui montrent que dans ces conditions-là, on retrouve comme guides principaux des recherches les traditionnels, plus vite, plus loin, plus puissants, comme l'a dit Caroline, le plus furtif et relatif, puisque les défenses évoluent finalement plus vite que la furtivité. En tout cas, ça reste des drivers de recherche, et on pourra probablement effectivement voir apparaître des choses dans le domaine de l'hypervélocité. Aujourd'hui, les travaux sur l'hypervélocité se concentrent sur la composante aéroportée de la dissuasion. C'était la table ronde précédente. Pour voir arriver ça dans le monde conventionnel ou tactique, il faudra sans doute passer par l'étape d'abord du supersonique. Et puis, pour terminer, puisque notre table ronde s'appelle la guerre du futur et pas la guerre technologique du futur, les dimensions organisationnelles, opérationnelles, tactiques, comme nous l'ont appris plusieurs centaines d'années d'histoire de l'humanité, auront encore leur carte à jouer. Justement, c'est une excellente transition, Bruno Saint-Jean. Monsieur Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer, au vu des menaces émergentes et diverses, de la volatilité du contexte géopolitique et de l'arrivée de ces fameux nouveaux systèmes d'armes, quelles pourraient être les nouvelles façons de faire la guerre ou de mener la guerre ?
Oui, c'est une dimension, la dimension géopolitique qui complète bien ce qui a déjà été dit sur le plan strictement capacitaire. Donc on a évidemment nos armées, on vient d'en parler, qui s'y préparent, mais il n'y a pas que les armées occidentales qui s'y préparent, et j'aimerais insister sur un des phénomènes auxquels on assiste et qui va encore s'accroître, qui est la fin de la domination occidentale à la fois technologique et stratégique, et ce à cause de 3 facteurs qui ne sont pas tous dus aux États. Le premier facteur important à prendre en compte, donc à ce niveau plutôt géostratégique, c'est le rattrapage d'autres puissances étatiques. Alors on pense au réarmement russe, au développement chinois. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'il y a une vingtaine de pays qui possèdent ou qui développent des missiles de croisière. Il y a, j'en parlerai peut-être plus en détail tout à l'heure, la prolifération des drones armés, qui est un sujet intéressant, et des capacités cyber, etc. Pour vous donner une idée, depuis 2012, les dépenses militaires de l'Asie dépassent celles de l'Europe. Donc il y a un basculement qui représente d'un basculement plus général, qu'on appelle la désoccidentalisation du monde, qui est un rééquilibrage. C'est un phénomène qu'on peut aussi appeler d'émergence militaire. Quand on parle des émergents en économie ou en relations internationales, il y a aussi un phénomène d'émergence militaire. Et ce phénomène signifie aussi que toutes ces nouvelles armées, tous ces nouveaux pays qui se dotent de capacités de projection toujours plus puissantes, vont vouloir en faire usage. Donc il y a un lien à développer entre les technologies et les politiques qui en découlent. Ça signifie aussi que l'interventionnisme militaire n'est plus l'apanage des Occidentaux, et ça affaiblit du coup une critique classique, une critique qu'on appelle post-colonialiste en théorie des relations internationales, qui dit que ce sont toujours les mêmes qui interviennent toujours aux mêmes endroits. En réalité, ce phénomène d'émergence militaire signifie qu'il faut plus surestimer l'interventionnisme occidental, mais pas sous-estimer non plus l'interventionnisme non occidental, en premier lieu africain. Donc il y a des États africains qui se dotent de capacités toujours croissantes, et on voit la CEDEAO et l'Éthiopie, par exemple, intervenir beaucoup. Il y a un interventionnisme russe qu'on connaît, Géorgie, Ukraine, Syrie, un interventionnisme arabe, dès Libye, Irak, aujourd'hui Yémen, interventionnisme iranien, soit directement, via d'ailleurs des drones armés. L'Iran a des drones armés, on n'en parle pas beaucoup, mais ils les utilisent en Syrie à l'heure actuelle. Ils les utilisaient déjà dans les années 80. On n'a pas attendu les développements récents par les Israéliens et les Américains. Donc tout ça pour dire, ce premier facteur, c'est le rééquilibrage de l'interventionnisme militaire. Le deuxième facteur, il n'est pas étatique. Ce deuxième facteur de la fin de la domination occidentale, il est dû à la montée en puissance des acteurs non étatiques. C'est un phénomène intéressant qu'on peut appeler la démocratisation des technologies destructrices. C'est-à-dire que toutes ces technologies dont on parle, elles sont aussi de plus en plus accessibles. Pour certaines d'entre elles. Elles ne coûtent pas nécessairement très cher à produire ou à acquérir. Ça veut dire que de petits groupes ou même certains individus peuvent plus facilement qu'avant projeter leur puissance. Et on voit des groupes, pensez par exemple à Daesh, mais qui peuvent de plus en plus acquérir quasiment tout le spectre des capacités militaires, soit en passant par des États qui sont complices, soit des marchés privés. Et il y a aussi évidemment le phénomène de la privatisation militaire, donc en passant par des compagnies, des sociétés militaires privées, etc. Et troisième facteur de la fin de la domination occidentale technologique, c'est le fait que contre ces acteurs non étatiques, l'asymétrie des moyens qui reste à notre avantage n'est pas tout à fait compensée par l'asymétrie des volontés qui est à leur avantage, dans le sens où eux non seulement sont prêts à mourir, mais souvent cherchent à mourir. C'est tout le problème de la lutte antiterroriste. Et leur avantage est aussi renforcé par l'usage de ce qu'on appelle des technologies nivelantes, comme par exemple les fameuses IED, Improvised Explosive Devices, les snipers, le cyber, etc., qui annulent en quelque sorte et de manière temporaire sur certains points, certaines zones, notre avantage technologique. Ça veut dire que l'innovation dans l'armement dont on parle, il doit aussi prendre en compte cette diversité. Donc on en revient toujours à cette dualité qui était bien exprimée dans le livre blanc. On a d'un côté les menaces de la force, c'est l'intérêt étatique, et de l'autre côté les risques de la faiblesse, c'est le risque terroriste. Ça veut dire qu'il faut à la fois se préparer à des guerres interétatiques qui restent toujours possibles. Il ne faut pas croire qu'elles sont plus possibles. Elles sont moins probables qu'avant, pour tout un tas de raisons dont on pourra discuter, mais elles restent possibles. Et pour ça, il faut rester dans la course technologique, avec par exemple le FCAS, donc le démonstrateur franco-britannique qui est issu des programmes Neuron et Taranis. Mais il faut aussi se préparer à du combat terrestre dans des conflits intra-étatiques qui est très différent, qui restera majoritaire et dans lequel, dans ce genre de combat, nous sommes vulnérables à des procédés qui en réalité sont très rudimentaires, pas du tout technologiques, comme par exemple des IED. Donc il y a toute une gamme, tout un spectre. En somme, on peut dire que la tendance est à la démultiplication des domaines, des formes et des vecteurs de la conflictualité. C'est ça qu'on va voir, une plus grande diversité, une plus grande diversification. Et plus spécifiquement, pour répondre à votre question sur les nouvelles façons de faire la guerre, alors il y a des systèmes dont on a déjà parlé, j'aimerais insister sur deux, et puis on parlera d'un autre plus tard.
C'est le premier, la prolifération des systèmes non habités. Donc on pense naturellement aux drones aériens, mais pas que. Il faut faire attention. On a tendance à penser aux drones exclusivement aériens. En réalité, le domaine des drones marins et des drones terrestres est en plein développement, en croissance exponentielle, peut-être plus rapide. Et j'aimerais dire une chose là-dessus, c'est que contrairement à ce qui est souvent dit, c'est pas quelque chose, le fait de ne pas habiter le véhicule, c'est pas quelque chose qui va bouleverser l'art de la guerre. C'est ce qu'on pourrait appeler la fausse spécificité du drone armé. Le fait de pouvoir tuer sans être tué. Ça donne lieu à tout un tas de débats éthiques, moraux qui sont passionnants. En réalité, c'est l'histoire de l'armement. Ça a toujours été le cas. Du javelot, de la catapulte jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'arc, l'arbalète, l'arme à feu, le missile, l'avion, etc. C'est simplement l'allonge de l'arme. On cherche à avoir toujours une plus longue allonge et à toucher sans être touché. Donc là, il y a une vraie continuité, il n'y a pas de révolution de ce point de vue-là. La vraie spécificité du drone, elle est ailleurs. Elle n'est pas là-dedans, elle est dans la permanence, et ce qui donne lieu à un concept intéressant qui est celui d'occupation aérienne. On va de plus en plus vers une occupation qui ne sera pas nécessairement terrestre, des actions ponctuelles par force spéciale sur la Terre, mais qui sera aérienne, via une complémentarité entre satellites et drones. Et ça permet plus de connaissances, qui permet non seulement de faire du renseignement, mais aussi de faire des attaques qui seraient, des frappes qui seraient plus discriminées. Et la deuxième façon de faire la guerre qu'on peut développer, c'est le cyber. Et là, j'aimerais juste dire qu'il faut sortir d'un mythe qui est souvent répandu, qui est celui de la cyberguerre. Il y a un article connu de Thomas Reed qui s'appelle « La cyberguerre n'aura pas lieu », c'est-à-dire une guerre qui serait exclusivement cyber. Ça, c'est peu probable, voire tout à fait improbable. En revanche, le cyber restera et deviendra une composante majeure, un domaine d'action militaire de plus en plus utilisé et parallèlement à des opérations cinétiques, c'est-à-dire en accompagnement et non pas exclusivement à part à un niveau qui pourrait atteindre un niveau de guerre. Et ça pose des problèmes juridiques notamment qui sont passionnants, qui sont dus premièrement à l'anonymat, parce que vous ne savez pas qui vous attaque, vous ne pouvez pas vous fier au territoire duquel l'attaque est partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment, si on ne peut pas attribuer la responsabilité, comment répondre si on n'est jamais 100% sûr. Et le deuxième problème juridique qui est intéressant, c'est celui de l'interconnectivité des réseaux civils et militaires. Donc ça pose un problème par rapport à ce qu'on appelle le principe de distinction entre civils et combattants. Étant donné que les réseaux militaires sont parfois connectés aux réseaux civils, comment pouvez-vous être sûr qu'une attaque qui serait donc légitime contre des réseaux militaires n'affectera pas, in fine, aussi des réseaux civils. Donc ça fait partie des défis qui sont intéressants et qu'on verra se multiplier dans la guerre du futur. Merci, monsieur Jean-Jean Villemer. Une question à Caroline Laurent et à Bruno Saint-Jean. Donc, on a parlé effectivement des technologies à 10-15 ans, mais à plus long terme, quelles seraient les technologies de rupture les plus prometteuses du moment, puisqu'évidemment, tout ça est évolutif. Est-ce qu'on peut parler de missiles hypervéloces? Est-ce qu'on peut parler de robotisation du champ de bataille? Comment on peut voir ça au-delà, évidemment, de 2030? Caroline Laurent. Oui, je pense que ce qui est incertain, c'est qu'on ait des missiles hypervéloces d'ici à 15 ans, mais après, oui. Et entre 15 et 30 ans, on aura l'application de tous les travaux qui sont faits aujourd'hui dans la dissuasion, dans le monde plus conventionnel. Et la patrouille de systèmes de plateformes aériennes dont je parlais tout à l'heure, comme elle sera détectée beaucoup plus loin, beaucoup plus tôt, face à des défenses qui voient beaucoup plus loin et qui suivent en permanence les entrants, eh bien, il y aura besoin de missiles hypervéloces, de drones hypervéloces pour rentrer, justement. En fait, quand on est à peu près certain d'être vu en passant par des systèmes de détection multicapteurs, il faut au minimum aller très vite pour pouvoir avoir la foudroyance qui remplace la furtivité. Donc il y a l'hypervélocité. Les armes à énergie dirigée, moi je les vois plutôt entre 15 et 30 ans. Mais c'est normal, puisque moi je vois le temps qu'on met à développer, qualifier, produire. C'est normal qu'à l'ONERA, ils soient déjà en train de travailler dessus, sinon on ne les aura pas dans 15 ans. Et je pense que ce sera une vraie rupture, parce que c'est un système qu'on n'a pas du tout. Est-ce que ça remplacera complètement les armes d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais par contre, c'est quelque chose de complètement nouveau, parce que ce sont des armes foudroyante parce que la lumière va beaucoup plus vite que le reste, discrète, dont on peut graduer les effets, c'est plus juste j'attaque ou j'attaque pas, je tue ou je ne tue pas, je peux mesurer tous les effets depuis la gêne jusqu'à la destruction, donc c'est très nouveau. Et puis c'est une localisation extrêmement précise, donc c'est une arme très très différente que je pense qu'on finira par développer
si les autres en face de nous le font et si les Américains le font. Ça demande des investissements importants qu'aujourd'hui la France n'a pas tout à fait menés. Donc on mène des études et on fait travailler l'ONERA et l'Institut de Saint-Louis, mais on ne s'est pas encore lancé dans des gros développements. Donc je pense que dans les années qui viennent, il va falloir qu'on investisse massivement sur ce sujet-là pour pouvoir porter ça à maturité. Je voudrais parler de quelques technos civils parce que ce qui me paraît nouveau aussi dans les années à venir et à plus long terme, c'est peut-être la fin des technologies militaires qui ont des applications civiles. Et avec la révolution numérique, plus de technologies civiles qui sont capturées ou qu'on essaye de maîtriser ou que la défense essaye de maîtriser. Il y a la robotique, pour lequel il y a quand même des investissements massifs dans le monde commercial et civil. L'intelligence artificielle, donc après le cumul de robotique, intelligence artificielle, nous, il faudra qu'on en maîtrise les interactions homme-machine, puisque je pense qu'on voudra toujours à un moment garder l'homme dans la boucle. On ne pourra pas s'en défaire complètement. Mais quel équilibre? Où sera l'homme? Est-ce qu'on le garde juste pour la supervision? Est-ce qu'il doit être au plus près du théâtre? Ça dépendra. Mais en tout cas, il y a un besoin de maîtriser ces domaines-là qui viennent plutôt du civil. Donc c'est s'approprier une technologie civile. Il y a la fabrication additive aussi qui évolue très vite. Alors aujourd'hui, on fabrique des pièces d'aube de moteur, des pièces de Rafale. On fabrique déjà de plus en plus de choses. Donc ça permet, c'est très intéressant pour nous parce que ça permet de faire en général moins cher et plus vite. Et comme les coûts et les durées de développement de nos systèmes sont un petit peu le maillon faible des systèmes d'armement, c'est important. Est-ce qu'on fabriquera directement des armes? Est-ce qu'on pourra fabriquer directement des armes sur commande sur Widi, là, ou sur un Amazon militaire très très vite? C'est intéressant en fait. Je pense qu'il va se passer des choses dans la fabrication additive et ça évolue vite. Et pareil, la fabrication additive couplée avec l'intelligence artificielle, ça peut amener des ruptures dans une vingtaine d'années. Il y a l'espace aussi, en fait, avec le New Space et l'espace qui devient accessible avec des budgets moins importants ou accessible de manière plus économique. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de constellations de centaines de satellites et puis un accès à l'espace pour tout le monde? Nous, on a déjà des systèmes spatiaux importants et de haute performance. Donc on peut imaginer d'autres applications, mais surtout si tout le monde a accès à l'espace, est-ce qu'on n'aura pas aussi besoin d'en dénier l'aspect de l'accès? Est-ce qu'il n'y aura pas en face des gens qui nous dénieront l'accès? Bref, est-ce qu'il n'y aura pas des armes anti-satellites qui font que... On ne pourra pas aveugler un satellite avec un laser? Si. Est-ce qu'il ne faudra pas développer des lasers pour justement pour pas seulement pour détruire des débris, mais pour se garantir l'accès à l'espace? Voilà, je vais m'arrêter là. Mais... Bruno Saint-Jean. Donc une chose peut-être pour revenir sur ce que je disais plus tôt, un progrès dans toutes ces technologies, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles, ce serait une capacité à les rendre plus rapidement disponibles dans les opérationnels. Caroline le disait. Ça c'est possible. En tout cas, ça doit être un driver de recherche, c'est sûr. Sur l'hypervélocité, donc comme je le disais, on a la dissuasion qui va tirer et qui tire en ce moment les travaux là-dessus. On passera par une gamme supersonique au niveau des armements classiques, mais les progrès que tout cela amène dans des disciplines comme les matériaux, le guidage, le pilotage, etc., devraient rendre potentiel effectivement à l'horizon de 2 générations, pas de la prochaine, ce type d'armes hypervéloces. L'armement laser, j'évoquais tout à l'heure les efforts faits aux États-Unis, comme disait Caroline, ils y mettent beaucoup de moyens. On sait par exemple qu'ils ont également fait des essais de laser embarqués sur bateau pour détruire des petites cibles approchantes, genre des petits UAV. Vous avez eu la gentillesse de relayer l'accord qu'on a signé avec des CNS hier. C'est un des enjeux de notre partenariat. Alors pourquoi je suis peut-être plus optimiste que Caroline sur la durée d'accessibilité de ces technologies laser, c'est que ces techniques développées en matière d'optique adaptative, pour résumer ça en 2 mots, quand vous regardez une étoile, l'étoile brille. Et pourquoi l'étoile brille? Parce que l'atmosphère entre votre œil et elle est perturbée.
Et pour améliorer la vision que vous avez des étoiles, on a été amené à développer des savoir-faire, d'ailleurs à peu près en parallèle en France et aux États-Unis, mais il semble que les gens considèrent que les meilleures équipes au monde, ce sont celles de l'ONERA, et c'est certainement pas moi qui vous dirai le contraire aujourd'hui, évidemment. Mais avec ces technologies, vous êtes capable, et tous ces savoir-faire, on est capable de modifier la surface d'un miroir, d'un gros télescope, plusieurs centaines et même au-delà d'un millier de fois par seconde, de manière à s'affranchir de ces turbulences. Ces technologies applicables à une arme permettent à la fois de rendre cohérentes les phases de plusieurs sources laser, donc aller chercher des puissances qui ne seraient pas possibles sans elles, et puis également d'anticiper les déformations que le faisceau laser traversera à travers l'espace, de manière donc à éviter les traditionnels phénomènes qui restent encore complètement à maîtriser, du type dissipation du faisceau, perte d'énergie. Alors bien évidemment, il y aura toujours derrière la problématique de l'alimentation en énergie, qui est très importante, et c'est pour ça qu'on sait très bien qu'on est capable d'amorcer et de réamorcer le chargement nécessaire à partir de l'énergie d'un bateau, une telle arme. On sait très bien qu'on devrait être capable de le faire à partir d'un moteur et de toute l'énergie à bord d'un avion de combat. J'avoue que mon grand fantasme et mon grand regret restera le sabre laser, où là, pour faire tenir, faut dire que ça sert à rien, mais quand même, donc on sera plutôt dans l'escrime. Vous êtes passé du côté obscur de la force, alors. Avec une rallonge. Et puis, puisqu'on a quand même parlé pas mal de terrorisme, c'est peut-être pas inutile de rappeler qu'on a vu poindre une nouvelle menace en fin d'année 2014, début d'année 2015, avec ces drones pirates qui se sont mis à survoler des installations sensibles, même s'il n'était pas encore question de les voir embarquer pour l'instant, en quelque sorte. C'était juste le premier survol. On a bien vu l'émoi que ça a suscité. D'ailleurs, on est venu nous chercher, de côté ONERA, tous les services publics en charge de la sécurité pour intervenir là-dessus. Et je crois qu'une des principales attentes dans ce domaine des forces de défense de points sensibles, c'est bien qu'on leur mette rapidement à disponibilité des systèmes qui permettront de détecter et de neutraliser de manière automatique ce type de drone. Il ne faut pas rêver. Le couteau suisse n'existera pas à court terme, y compris parce que vous évoquiez le traditionnel épée contre bouclier. Le drone pirate va évoluer encore plus vite dans les quelques années qui viennent que les systèmes de détection et de neutralisation. Par contre, à nous de faire en sorte de les faire évoluer de plus en plus rapidement pour permettre cette protection des sites. Merci Bruno Saint-Jean. Monsieur Jean-Jean Villemer. La robotisation du champ de bataille, et notamment avec la prolifération des drones armés, va poser un certain nombre de questions morales et éthiques. Jusqu'où peut-on aller aujourd'hui et demain ? Il me semble que la question clivante, c'est celle de l'autonomie. C'est-à-dire jusqu'où peut-on aller dans l'autonomie de ces systèmes. On parlait des missiles hyper véloces. Quand vous avez un missile hyper véloce qui vous arrive dessus, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir une réponse qui est en tout cas automatique. Il y a une distinction qu'il faut faire entre automaticité et autonomie, mais c'est la raison pour laquelle les systèmes de défense antimissiles sont pour la plupart tout à fait automatisés et depuis longtemps. Simplement, ce qui va venir, c'est la question de ce qu'on appelle les SALA dans le jargon, c'est-à-dire les systèmes d'armes létaux autonomes, SALA, S-A-L-A. Donc c'est une question passionnante qui donne lieu depuis 2014 à l'initiative de la France à une discussion, une réunion annuelle à l'ONU, à Genève, entre les États. Lors de la dernière édition, il y a quelques mois, il y en avait plus de 90, et puis des ONG. Alors les SALA, c'est quoi ? Ce sont en principe, en tout cas dans la définition française, des systèmes qui seraient mobiles, et ce qui exclut d'ailleurs la fameuse Sentinelle Samsung qui est déployée à la DMZ entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est en fait fixe. Mais bon, ça pourrait évoluer, et qui sont capables de s'adapter à leur environnement, et qui surtout sont capables de sélectionner une cible et de déclencher le tir sans aucune intervention humaine. Aucune. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle des systèmes d'armes létaux autonomes. Alors, que ce soit clair, pour la plupart des États, y compris la France, ces systèmes n'existent pas encore. Et ils ne doivent pas être confondus avec les systèmes existants, donc que sont les drones armés, qui sont pilotés, etc. Donc il est important d'insister sur cette différence parce que certaines ONG et même certains États entretiennent cette confusion parce qu'ils s'opposent aux deux. Donc à l'ONU, vous avez la plupart des ONG et vous avez à peu près 14 États qui réclament une interdiction préventive de ces armes qui n'existent pas encore, et il y en a d'autres qui refusent d'écarter leur utilité en se disant
Peut-être qu'ils seront capables à l'avenir de mieux respecter le DIH, par exemple, le droit international humanitaire, le droit de la guerre, que des systèmes qui seraient contrôlés par des humains. On ne peut pas l'exclure, donc développons et voyons plus tard. Donc il laisse la porte ouverte. Ma position, à titre personnel, c'est d'être également contre une interdiction préventive, mais il faut bien qu'on arrive à quelque chose, sinon on va dire que ces discussions onusiennes ne servent à rien. Et donc on se dirige de plus en plus, sans doute, vers une sorte de code de bonne conduite, et donc ça répond à votre question sur la morale ou l'éthique, avec quelques principes qui pourraient guider, mais qui ne seraient pas contraignants, parce que les États, de toute façon, ne l'accepteraient pas. L'idée, c'est par exemple que ces armes ne puissent être utilisées que contre des objectifs militaires par nature, donc le droit distingue des objectifs par nature, par exemple des installations, des véhicules, des bases, et des objectifs qui seraient par destination, comme par exemple une ambulance, qui peut être une cible légitime si jamais elle est utilisée pour transporter des armes. Il ne faut pas demander à ces robots de faire la distinction et de interpréter si l'ambulance transporte des armes. En revanche, s'ils sont programmés seulement pour viser des tanks T-90, ils n'ont pas besoin d'être capables de discriminer entre des civils et des combattants, puisqu'ils viseront par définition toujours des cibles militaires légitimes par nature. Deuxièmement, il faut les utiliser que dans certains contextes. On imagine très bien, c'est ce que font les ONG, qui seront déployés dans des zones urbaines, où ils causeront des carnages, etc. En réalité, ils n'auront aucun intérêt opérationnel dans ces zones-là, mais beaucoup plus dans des zones comme les univers sous-marins, marins, aériens ou spatiaux. Et c'est d'abord là qu'ils seront travaillés. Troisièmement, on peut aussi programmer le bénéfice du doute. C'est-à-dire que face à un imprévu, le SALA pourrait s'arrêter, il pourrait consulter sa hiérarchie, envoyer un message, et il pourrait appliquer la règle « en cas de doute, ne tire pas ». Et quatrièmement, l'homme pourrait faire en sorte de maintenir une fonction veto, c'est-à-dire la possibilité de désactiver la fonction tir à distance. Et cinquièmement, et pour finir, on poserait un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que le SALA resterait toujours un mode qui serait subsidiaire, qui serait utilisable seulement dans des situations où l'humain ne pourrait pas lui-même prendre la décision de déclencher le tir, soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce que la communication est rompue, c'est pour ça qu'on développe ces armes en général. Ça veut dire que l'idée générale derrière ces garde-fous, c'est la prévisibilité. Et c'est paradoxal, puisqu'on dit si les SALA existent un jour, ils seront autonomes, donc ils seront imprévisibles. Ça veut dire, en tout cas, c'est ma position, qu'ils n'existeront pas s'ils sont entièrement imprévisibles. Autrement dit, je ne crois pas à des SALA entièrement autonomes, parce que des SALA entièrement autonomes n'auraient aucune utilité opérationnelle. Il faut un minimum de prévisibilité pour qu'il y ait une utilité opérationnelle. Bruno Saint-Jean, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste parce que je me suis rendu compte qu'il y a une question que vous avez posée à laquelle on n'a pas répondu avec Caroline quand vous avez parlé d'éclairage laser par un laser d'un satellite. Je voulais juste dire qu'on l'a fait il y a 25 ans et ça a marché. Ce qui veut dire que la France est en avance. Ça veut dire qu'on n'était pas mauvais, oui. Juste avant de lancer le débat d'Alain Selle, une dernière question aux trois, et je demanderai une réponse assez rapide. Quelles seront les technologies clés qui vont préserver la souveraineté de la France d'ici 10-15 ans? Question difficile, mais une question rapide. Non, mais j'ai peur que ce soit assez classique comme réponse, parce que tant qu'on veut être une force de dissuasion, les technologies de dissuasion vont rester relativement prioritaires et on devra les maîtriser de manière souveraine. Et donc les technologies de dissuasion, ça va assez loin. C'est pas seulement l'arme nucléaire, c'est donc forcément l'aéronautique de combat et les sous-marins. Donc tout ce qui permet de fabriquer ces armes-là. Après, je pense que tout ce qui est renseignement, communication haut débit et d'une manière générale le C4ISR, ça doit être des technologies de souveraineté auxquelles on ne peut qu'ajouter la cyber. Il faut être capable de se défendre tout seul et d'attaquer. Et en plus, il faut qu'on acquiert plus d'autonomie probablement et plus de souveraineté dans le numérique. Et donc, pas qu'on développe un OS en France, mais qu'on arrive à avoir une meilleure maîtrise du numérique. Et peut-être également de tout ce qui est sciences cognitives, sciences du vivant, et derrière ça je mets tout ce qui est interface homme-machine, concept d'emploi des drones et partage entre l'homme et la machine. Et derrière sciences du vivant, je mets aussi tout ce qui est bio et biologique, guerre biologique et chimique. Donc je verrai un peu les mêmes technologies de souveraineté qu'aujourd'hui, avec renforcer la maîtrise de tout ce qui est numérique qu'on maîtrise relativement peu. Ne pas baisser la garde sur les cyber, au contraire augmenter, et probablement un peu plus de sciences cognitives et de sciences du vivant. Bruno Saint-Jean. Donc plus.
Je ne rajouterai rien à ce qu'a dit Caroline sur les systèmes, qui est très complet. Peut-être un commentaire sur la méthode. Ne pas croire qu'on saura tout résoudre par la simulation. On aura toujours besoin de faire des expérimentations à un moment ou à un autre sur les systèmes. Tous les pays qui ont cru au tout numérique et au tout simulation se sont cassés la figure et ça leur a coûté très cher et ça a pris très longtemps pour revenir à leur situation d'avant. Monsieur Jean-Geneviève Villeneuve. Oui, sur le fond, j'ai rien à rajouter non plus. Je suis d'accord sur les technologies qui doivent rester nationales, donc dissuasion, renseignement, cyber, biochimique, bien évidemment. Une interrogation toutefois sur pourra-t-on tous permettre de laisser à une échelle nationale. Par exemple, les grands drones, les projets de grands drones qui sont en cours actuellement sont européens. Ils ne sont pas nationaux. C'est le cas de l'Eurodrone MAL, donc moyenne altitude, longue endurance, qui est français, allemand et italien. Et puis, il y a évidemment le projet franco-britannique. Autrement dit, il y a des choses qui doivent rester nationales, mais il y a d'autres choses. On se rend compte qu'on n'aura pas le choix que de les mutualiser pour avoir une force de frappe comparable à celle des autres grandes puissances dans le monde. Merci beaucoup. Il est temps de lancer le débat dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous avez des questions, veuillez vous présenter. Et non, pas de questions? Si, ah bon, j'ai eu peur. Monsieur. Oui, bonjour. Fernand Dostres, je suis président d'une association pour la promotion du patrimoine historique et technologique. Une question d'ordre général. On a évoqué des armements dits futurs. Est-ce que vous ne craignez pas actuellement que nos confrères américains aient déjà engagé une course, une rupture technologique? Vous évoquez des essais laser. Ils ont été faits sur les CS Ponce il y a pratiquement 2 ans. J'ai eu la chance d'être invité au début des années 2000 pour assister à un tir de laser réussi. Aujourd'hui, je crois que c'est Lockheed qui propose une station ABM sous 24 mois. C'est-à-dire une station posée en ABM courte portée. Je crois qu'on a évoqué le cas de Rosatori, Rheinmetall ou Oerlikon. Ils sont exposés. On a une tourelle qui contenait un système de défense ponctuelle sur une base 35 ou 40 mm. Aujourd'hui, elle passe en laser. Donc ma question, est-ce que vous ne craignez pas que là, les États-Unis accélèrent très fortement pour qu'on se considère, nous, comme le futur, ils soient déjà opérationnels dans moins de 5 ans? Ça, c'était ma première question. Et une autre concernant les engins autonomes. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent le programme UCAR, qui a été abandonné, les drones, ils étaient bien autonomes et ils étaient destinés à évoluer en milieu urbain. Les scénarios qui avaient été chargés, c'était ceux de Fallujah. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas débattre pourquoi ça a été abandonné, mais cette approche de drone en milieu urbain, donc exposé à des dégâts graves, importants, des dommages collatéraux, pour moi, je ne pense pas qu'elle a été abandonnée. On est en train de regarder davantage sur l'intelligence artificielle ou d'autres capteurs pour essayer d'améliorer le sujet, mais je ne pense pas qu'elle a été retirée de manière définitive. Tout simplement parce que les Américains ne souhaitent pas engager la vie de leurs boys sur des scènes comme celles qu'on a évoquées. Caroline Laurent. Oui, sur la question des Américains, c'est vrai qu'il y a un risque que le fossé se creuse, notamment en ce moment avec la Third Offset Strategy, qui consiste justement à franchir plus rapidement les prochains steps technologiques. Néanmoins, ils ont aussi une conscience, je dirais, accrue par rapport à avant de la nécessité d'être interopérables avec nous. Et donc, ils surveillent un petit peu leur fossé et ils aimeraient bien nous entraîner avec eux. Bon, moi, comme je prépare l'avenir, ce que je voudrais, c'est que le fait qu'eux préparent cette Third Offset Strategy arrive à convaincre notre pouvoir public qu'il faut mettre plus d'argent dans les études amont et dans les développements de systèmes d'armes, justement pour ne pas creuser ce fossé. Mais je pense qu'il y a une véritable prise de conscience nouvelle de la nécessité d'interopérer. Vous savez qu'ils ont des systèmes également furtifs, que le F-35 est assez furtif, ils testent en ce moment des formes d'ondes également assez furtives et très discrètes, mais tellement discrète que du coup le F-35 n'utilise plus la liaison 16 qui était la liaison d'interopérabilité qui permettait des échanges de situations tactiques. Et lors des derniers essais de combat en coalition, finalement les avions américains n'étaient pas vus puisqu'il ne fallait pas qu'ils soient vus, mais ils ont été shootés. Du coup, quand même la conclusion de l'exercice, c'était qu'il faut chercher une autre forme d'interopérabilité, qu'il va bien falloir trouver quelque chose. Il faut bien que les amis se voient entre eux. Et donc, pour continuer à se voir entre eux, il faut soit être dans le même réseau, soit pouvoir échanger sur la même forme d'onde, soit, il y a un équilibre à trouver entre ce fossé technologique et puis les amis.
Et quand même, ils ont quelques amis et ils font souvent la guerre avec nous, donc ils savent qu'on est là. Donc je pense que même eux vont réfléchir à cet équilibre, interopérabilité, furtivité, interconnectivité. Et sur votre deuxième question, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse, mais on continue quand même à travailler sur les technologies de drones en environnement urbain et de détection en environnement urbain, que peuvent donner des capteurs quand ils sont mis en réseau, qu'il y en a plusieurs derrière plusieurs types de bâtiments. Et donc c'est des choses. Le combat urbain est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Vous pouvez peut-être. Oui, je vous laisse répondre sur. Oui, alors il ne faut pas confondre l'autonomie de navigation et l'autonomie dans le ciblage et dans voilà. Parce que l'autonomie de navigation, elle est poussée, elle est développée, mais aucun des projets en cours, par exemple le X-47B américain qui est le plus avancé, Taranis Neuron qui devient FCAS, ou même le chinois Darksword, aucun de ces projets-là n'a prouvé à l'heure actuelle qu'ils avaient une autonomie en termes de ciblage et d'ouverture du feu. Pour l'instant, c'est la volonté, mais ça n'a pas été fait. Mon point consiste à dire les premières mises en œuvre, si jamais ça arrive, ce ne sera pas en milieu urbain, parce que le risque de faire des dommages collatéraux est trop élevé, et dans les combats actuels, dans les luttes contre-insurrectionnelles, où le but est quand même de gagner les cœurs et les esprits, ce n'est pas en faisant des dommages collatéraux qu'on y arrive. Donc on ne prendra pas ce risque-là au début. C'est simplement ce que je disais même. Mais c'est certain qu'on n'a pas renoncé à utiliser des drones en milieu urbain pour autant. Et en matière d'autonomie du drone en milieu contraint, et notamment urbain, je peux vous assurer qu'on a fait également des progrès, en tout cas en matière de recherche sur ce qu'on est capable de faire, y compris dans des ambiances closes, fermées, etc. Je vous rejoins bien sûr sur le côté, il ne faut surtout pas rentrer dans une course avec les Américains à vouloir essayer de faire la même chose qu'eux, parce que du point de vue financier, on n'a évidemment pas la même capacité et on a intérêt à plus cibler. Ça n'empêche pas d'arriver à faire des choses très performantes. Et par exemple, Caroline a évoqué les problématiques demain dans le spatial. On est avec un petit système qui s'appelle Grave, la troisième nation après les États-Unis et les Russies, à disposer d'un système opérationnel qui s'appelle Grave, dont on devrait d'ailleurs pas tarder à relancer le renouvellement de ce système, donc qui est opéré par l'armée de l'air depuis 2005, encore une fois, qui nous permet de savoir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, en tout cas en termes d'objets militaires. Et là, ça permet, d'ailleurs, maintenant, les échanges avec les Américains depuis un peu plus d'un an sont même entrés dans du domaine classifié, ce qui permet de montrer qu'ils nous ont pris au sérieux là-dessus. Je crois qu'il va falloir regarder si on veut aller au-delà de la connaissance des satellites, se poser des questions sur le débris, puisque tu l'as dit, l'arrivée de constellations va poser de nouveaux problèmes de ce type. Faut bien voir aussi que ces nouveaux satellites, ces nouvelles constellations, qui sont avant tout des satellites de télécom, vont émettre dans tous les sens, ce qui peut poser des problèmes de protection des autres satellites qui sont déjà présents ou de ceux institutionnels qu'on voudrait lancer. On voit bien qu'on voit naître tout un tas de problématiques dans l'espace. L'espace militaire s'est limité jusqu'à présent à l'écoute, à l'observation, y compris de la Terre vers l'espace, avec ce que je viens de dire, et aux télécommunications. On peut imaginer d'autres applications. C'est bien sûr fonction aussi de ce qui pourra se décider au niveau des traités internationaux. Il y avait une question au deuxième rang. Là, ici. Bonjour. Je rebondis sur vos sujets sur le combat des réseaux contre les réseaux ou l'attaque cybernétique. Parce que récemment, je lis dans un article de journal, le Pentagone actuellement, il révèle plusieurs failles sur le Pentagone. Et il réutilise les hackers pour restaurer et neutraliser ces failles. Moi, je pose une question. Est-ce que le ministère de la Défense française, il préconise et fait une analyse préventive et science cognitive pour mettre en garde cette faille-là dans ce cas-là? Deuxième question. Je pose une question sur les fréquences. Parce qu'actuellement, dans le terrain de combat, en Syrie ou en Syrie ou en Irak, ils utilisaient beaucoup de fréquences. Est-ce qu'il y a des mélanges de fréquences mixés sur les autres fréquences? Est-ce que les fréquences sont bien structurées, spécifiques aux services militaires
américains ou les militaires, comment s'appelle ça, international. Voilà. Qui veut répondre? Caroline, sur la première question? Sur la première question, j'ai lu les mêmes articles que vous. Et effectivement, c'est assez effrayant. Mais en plus, aujourd'hui, là, on est au Paris Air Forum. Donc, je suppose qu'il y a eu des tables rondes sur la sécurité du ciel unique. Et évidemment, plus on met en réseau et plus on a besoin d'être dans un réseau et plus on est sensible aux hackers. Donc oui, c'est inquiétant. On ne peut pas développer un système sans développer la contre-mesure. On ne pourra pas développer ce fonctionnement en réseau des plateformes aériennes sans développer la cyberdéfense à fond. Maintenant, est-ce qu'on mène des analyses cognitives sur les hackers? Je ne sais pas vous répondre, je suppose que oui, mais dans le domaine de la cyber, la France mène beaucoup de travaux et la défense mène beaucoup de travaux de façon classifiée, tant sur la cyber défensive qu'offensive. On n'est pas très en avance non plus sur cette mise en réseau. Je parlais tout à l'heure d'Eurosatori pour le combat collaboratif. Ça démarre dans le domaine terrestre. Dans le domaine aérien, à part cette liaison 16 qui était entre des chasseurs et qui consiste à connaître la position de l'autre par des points, il n'y a pas encore de véritable mise en réseau. Donc la mise en réseau est elle-même un concept encore futuriste pour les systèmes d'armement aéroportés. Donc je ne pense pas qu'on soit allé très loin encore dans les sciences cognitives des hackers des réseaux aéroportés. Et je n'ai pas compris votre deuxième question. Je vais essayer. Si j'ai bien compris, c'était sur des opérations du type opération extérieure. Est-ce qu'il y a bien des plages de fréquences réservées pour les opérations militaires et qui ne se superposent pas aux plages de fréquences civiles? Donc, je pense que la réponse est oui. Maintenant, il faut aussi être clair quand on en est sur des opérations militaires sérieuses, et que ce soit au sol ou potentiellement dans l'espace, à un moment ou à un autre, celui qui aura la capacité d'être en mode « je crache beaucoup plus que l'autre », autrement dit « pousse-toi de là que je m'y mette », s'il en a la capacité, je pense qu'il le fera. On va prendre une dernière question. Monsieur. Bonjour, je suis Ibrahim Elali. Je voudrais poser une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a un seul domaine où, en France, on est en avance sur les Américains? Et ensuite, en vous écoutant, je voyais qu'il y avait beaucoup d'importance de réseautage, d'interconnectivité. Et on voit que les entreprises d'armement sont très européennes, alors qu'on n'a pas de véritable politique européenne d'armement. Alors, ma question, ça serait, je vois qu'il y a un vrai paradoxe là. Si on parle de guerre du futur, où est la place de l'Europe? Donc c'est une question sans langue de bois. Qui répond? Moi, je pense que dans le domaine de l'observation satellitaire, on est en pointe. Qu'on sait faire de très beaux systèmes et qu'on est au moins au niveau des Américains. Il y a probablement d'autres domaines dans lesquels on est aussi bon. Il suffit pour ça de savoir de voir où est-ce que la DARPA investit et la DARPA affiche les laboratoires qu'elle finance. Il y a des laboratoires en France, donc il y a quelques domaines de recherche fondamentale dans lesquels on est suffisamment bon pour les intéresser. On est en mobilité. Moi je connais bien le domaine spatial. Je sais qu'en mobilité. En antenne de satellite pour les mobiles, on est très bon aussi et du coup on les intéresse, des antennes très petites, donc en miniaturisation. Donc il y a quand même des domaines où on est meilleur. Et sur la question de l'Europe, tout à l'heure quand j'ai parlé de souveraineté, effectivement on a des accords intergouvernementaux avec l'Angleterre, qu'on applique sur FCAS, mais surtout qu'on applique dans le domaine des missiles. Je considère qu'un accord intergouvernemental, c'est suffisamment fort pour considérer que ça rentre dans la souveraineté. C'est-à-dire que notre souveraineté, elle s'étend un tout petit peu, hein, c'est pas encore très très large, et c'est accord intergouvernemental par accord intergouvernemental à quelques technologies où on accepte d'être dépendant d'un autre de manière très très maîtrisée, comme c'est le cas sur les missiles autour de MBDA. Donc il y a quand même cette stratégie-là. Et puis, il y a un système comme le système Galileo qui est européen. Donc il y a quelques applications pour lesquelles on admet qu'il n'y a pas besoin de souveraineté nationale
Et que par contre, la souveraineté européenne est importante et intéressante. Et c'est le cas sur Galileo. Donc il y a bien une stratégie. Mais bon, voilà, l'autonomie stratégique européenne, c'est un débat pour un autre colloque et c'est un sujet compliqué. Est-ce que dans le domaine de la recherche, on peut être meilleur que les Américains, Monsieur Saint-Jean? Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, en optique adaptative, par exemple, c'est une réponse. Je partage totalement ce qu'a dit Caroline dans le domaine du spatial. Je pense que dans le domaine des radars, il y a des domaines également où on est meilleur qu'eux. Donc on n'a certainement pas à rougir de ce point de vue-là. Il faisait il y a un certain nombre d'années, mais je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, un inventaire des technologies critiques qui était rendu public au moins au bout de quelques temps et dans lequel ils se comparaient, enfin plus exactement, ils comparaient le reste du monde à eux. Et je me souviens par exemple d'avoir vu des écrits dans lesquels ils disaient que dans les problématiques de propulsion au sens propulsion solide, notamment évidemment, je reprends ce que disait Caroline avec les avancées que permettent les technologies et les investissements dans la dissuasion, également dans les explosifs, il y avait des savoir-faire en France qui étaient meilleurs que les leurs. Mais ce que je décris là date d'il y a un certain nombre d'années. Je ne sais plus si c'est vrai aujourd'hui. Par contre, sur le reste, optique adaptative, radar, spatial, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Une phrase là-dessus, qui est une réponse un peu paradoxale, mais qui consiste à dire qu'il y a un point précisément sur lequel les Américains sont admiratifs des Français, c'est qu'on arrive à faire beaucoup avec peu. C'est quelque chose qui revient sans arrêt, notamment en OPEX. Ce sera une excellente conclusion. Merci à vous trois et je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.